se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec 2 copains. Je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Et je suis avec Aurélien, mon copain. Comment ça va, Aurélien? Eh ben, ça va bien, JJ. Salut Johan, salut à tous. Et ben allez, on va parler des armoires Ikea. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah d'accord, on part déjà directement sur les armoires Ikea. Donc en gros, on va avoir le lobby suédois qui va nous tomber dessus directement, c'est ça? D'un côté, il va avoir Lindelof en défense centrale et Gyökeres en pointe. Je pense qu'en termes de... C'est vrai que si tu commences à mettre Lindelof tout de suite en balance dans le débat, c'est vrai qu'on commence avec des grosses bases. On va commencer avec des grosses bases. Bon, les copains, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous commenter, vous liker, vous partager. Vous n'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, ce que vous sentez pour ce match. Est-ce que Didier Deschamps va nous imposer sa tactique? Est-ce que vous pensez que Elanga, Gyökeres, Isaac, ça a vraiment une chance? Ou est-ce que vous pensez que Mbappé, Dembélé et Olise, le trio infernal des Bleus, bon, ça a déjà tout cassé. Donc, dites-nous un peu dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer. Et puis voilà, maintenant, j'ai placé ça. Maintenant, les copains, je vous pose la question du débat. Est-ce qu'il y a vraiment 0 chance pour les Suédois pour ce 16e de finale? Ouais, comme je l'ai dit en preview, le risque 0 n'existe pas. En plus, je dirais pour les habitués de la chaîne et des vidéos, je pense être un des plus gros pétochards de la chaîne. Jamais je dirais que tout est joué. Mais bon, ça c'est l'école Giroud. On se refait pas. Et surtout qu'en plus, quand tu voilà, en plus, en fait, la journée d'hier aussi me fait un peu peur. Alors, me fait un peu peur quand je vois l'Allemagne se faire sortir par le Paraguay, le Maroc qui sort les Pays-Bas, alors dans une moindre mesure, parce que, comme l'avaient dit les 2 sélectionneurs, c'est vrai que c'était un combat 50-50. Juste quand tu regardes, on va dire que le fait que les Pays-Bas avaient claqué un 5-1, ça restait dans toutes les têtes. Ça, c'était, même si c'était face à en plus c'était face à la Suède, donc ça on pourra en reparler. Donc évidemment, moi, bien sûr, j'ai envie de dire, je suis pour la France et disons que j'étais par exemple plus inquiet face au Sénégal. Donc je suis... Voilà, que la Suède. Donc, je suis confiant. Pour moi, il y a 80% de chances que ça passe. Maintenant, France-Suisse, 2021, voilà.
Ok, bon, donc il y a quand même un peu de mesure. Et chez toi, Johan, on partage un peu ce que dit Aurel, ou tu as une autre lecture? Je partage un peu dans le sens où le risque zéro, il n'existe pas. Maintenant, on est beaucoup plus proche de zéro que d'un grand pourcentage de chances de passer. Moi, le match de l'Allemagne de hier, je me projette pas du tout dans la même hypothèse, sachant que l'Allemagne, c'est un peu fait de bric et de broc, avec un Sané qui est titulaire quoi qu'il arrive, malgré ses prestations. Ça, le dossier mériterait d'être ouvert quand même. Je ne vous cache pas que Sané, hier soir, dans le débrief, il a pris cher. Hein. Il en a eu un petit peu pour moi. Mais oui, à la limite, donc, ça pourrait peut-être. Dans les flops de cette Coupe du Monde, on pourrait peut-être en parler. Mais ouais, donc tu disais, Johan, en fait, les matchs d'hier, toi, ça t'influence pas plus que ça, en fait. Non, ça m'influence pas plus que ça, parce que pour moi, on a une base beaucoup plus solide que les équipes qui ont été éliminées hier, en fait. Hein. On a des références déjà au premier tour. Déjà, ça s'est plutôt très bien passé pour nous. Mais en plus, je pense qu'on est beaucoup plus solide dans tous les secteurs de jeu par rapport aux gens qui se sont fait éliminer hier. Donc, et en plus, notre adversaire du soir, bon, on va en parler, mais bon, il y a des très bons attaquants et il y a des très bons attaquants. Voilà. Donc, ok, j'aime bien. Donc, on a des bons attaquants, mais on n'a pas grand-chose d'autre à côté. C'est ce que tu voilà, exactement. Bon, alors, je partage... Il y a Gudmundsson. J'aimais beaucoup Gudmundsson à Lille. Ouais, ça fait partie des bons joueurs. Je te trouve un peu dur. Alors, je comprends ce que tu veux dire, Johan, là-dedans. C'est-à-dire qu'en termes de top player, oui, t'en as pas, il n'y a pas full dans cette Suède 2026. Par contre, t'as quand même des bons, quand même des bons joueurs. Au milieu de terrain, par exemple, Ayari, que moi je découvre. Franchement, je trouve qu'il y a de la qualité. Après, c'est là où je vais peut-être te rejoindre, c'est sur l'aspect défensif. Ouais, je suis quand même un peu interrogatif, sachant que Lindelöf reste encore un peu ta base. Ouais, j'avoue, je suis un peu dubitatif là-dessus. Et que Isakien, comme on disait, le fils de Bernard. Isakien est susceptible d'être absent. Hein. Je crois qu'il est blessé. Hein. Donc voilà, donc ça veut dire un gars en plus supplémentaire qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Johan? T'as parlé d'Ayari au milieu de terrain, mais alors moi, perso, je connais pas le fils de Bernard et Straud de l'autre côté. Hein, donc les mecs qui viennent de Mjällby et de l'Holstein Kiel, perso, quand c'est titulaire... Bon, alors après, c'est toujours la même chose. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris la petite vanne, donc le fils de Bernard, c'est Bernhardsson. D'accord, pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Maintenant, moi, on a déjà eu cette discussion, je crois, en off, mon copain. Le club dans lequel tu joues te donne un minimum ta qualité et ton niveau intrinsèque. Je veux bien ça entendre. Maintenant, tu peux aussi avoir des gars pour lesquels, on va dire, les parcours sont un peu cabossés par telle ou telle expérience. Ils se retrouvent dans un club vraiment middle. Donc là, comme tu as dit, Holstein Kiel, clairement, c'est pas un gros club. Mais tu peux avoir des gars qui ont quand même de la qualité. Tu te retrouves pas en 16e de finale de Coupe du Monde comme ça. Donc pour moi, même si je connais pas les joueurs particulièrement, bon, ce que j'ai pu voir sur les 3 matchs de la Suède me fait dire que cette équipe, elle peut déjà... je vais déjà vous poser une question. Est-ce que vous pensez déjà que cette équipe, elle peut marquer un but à l'équipe de France? Oui. Ouais, tu valides aussi, Johan? Oui. Pourquoi? Parce que... Alors, dites-moi, répondez-moi. Est-ce que c'est plus parce que l'équipe de France a certaines petites baisses de concentration défensive, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un pouvoir offensif côté suédois avec, on l'a dit, Isaac, Gyökeres et Langa, qui vous fait dire que ça peut marquer? Aurel, t'en penses quoi? C'est complètement ça, c'est que on l'a vu, apparemment Dean tiendrait un peu plus la corde pour le côté gauche. D'un côté, Théo, 2 matchs, 2 erreurs qui auraient pu amener un but, enfin en tout cas qui a amené un but, et une autre, heureusement que Mike Maignan nous rappelle pourquoi on l'aime sur penalty, même si c'était pas le plus beau penalty tiré, mais ça c'est pas grave, il l'a arrêté, hein.
par exemple, tu te prends un contre-pied, le penalty peut être mal tiré. Si tu pars de l'autre côté, tu pars de l'autre côté. Donc on a vu, oui, quelques sautes de concentration. En plus, Ayari, mine de rien, ou Elanga sont assez vifs, et on a vu que Upamecano s'était fait un peu avoir sur le but de Asgard contre la Norvège. Bon, après, évidemment, il a fait tellement de bonnes choses avant qu'on va lui pardonner, et on sait très bien, parce qu'on le voit quand même en Ligue des Champions, qu'il est capable de museler des attaquants de gros calibre. Maintenant, donc voilà, je me méfie quand même, parce que Elanga, j'ai vu son but contre le Japon, donc belle frappe de loin. Ça reste toujours. En plus, il s'est frappé avec des effets un peu bizarres, donc en toujours. Fait, ce joueur-là, il est particulier. Je suis pas un spécialiste, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois cette saison. Il a un vrai problème de finition, donc dans le dernier geste. Par contre, tout ce qu'il provoque, tout ce qu'il fait sur un terrain. Vraiment, j'aimerais pas l'avoir, j'aimerais pas être à son marquage. Vraiment. Pour moi, c'est un bon joueur de foot. Ouais, c'est un bon joueur de foot qui doit encore progresser. Et je te dis dans le dernier geste, parce que ça reste un joueur offensif et qui se retrouve souvent en situation soit de frappe ou de face à face. Mais par contre, son activité, pour moi, elle peut poser problème. Toi, pour le coup, Johan, tu semblais aussi partager que l'équipe de France pouvait prendre un but. Pourquoi? Pour qualité suédoise ou pareil, saute de concentration peut-être des Bleus et on peut peut-être avoir un petit trou d'air? Un peu les deux. Et ce que je rajouterais, c'est que nos adversaires, je pense qu'ils ont très bien compris où était notre point faible, même si effectivement, là, je pense que c'est définitif. Dean, il va prendre la place, mais ça reste pour moi l'un des points faibles de l'équipe de France, c'est Lucas Digne. Après, pour contrebalancer ce qu'on disait sur Upamecano, il sera sûrement accompagné de Saliba cette fois-ci, contrairement au match précédent. Donc, ça pourra quand même sécuriser un peu plus l'ensemble. C'est une charnière centrale, c'est aussi deux éléments ensemble, des habitudes qui font que on défend d'une telle manière aussi. Maintenant, effectivement, je vous rejoins sur Elanga. Moi, paradoxalement, c'est celui des trois qui me fait le plus peur par rapport à Gyökeres ou Isaac, qui sont un peu plus prévisibles en fait. On sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire du jeu de corps à bloc. Ils seront là sur les centres, etc. Mais ils sont beaucoup plus prévisibles qu'un Elanga qui sera un peu plus, lui, dans le mouvement, dans les dribbles, dans les... Ah ouais, il peut te mettre le feu. Lui, très clairement, il peut te mettre le feu. Aux dernières nouvelles, c'est quoi? C'est Saliba, il revient ou il est toujours pas dispo? Ah si, c'était Saliba, juste préserver son dos face à la Norvège. Et voilà, en plus. Là, on revient avec la charnière centrale titulaire avec Saliba et Upamecano. De toute façon, même lui, il a dit qu'il allait serrer les dents. Ah oui, je l'ai entendu, ça pour le coup, oui. Mais comme il avait été absent et préservé contre la Norvège, je ne savais pas si pour le coup c'était la même chose contre la Suède ou pas. Vu que Lacroix, d'ailleurs, j'ai une simple question, vous en avez pensé quoi de Lacroix pour son match? Du Lacroix. Ouais, non, mais c'est moi j'aime bien. Alors j'avais un peu plus un œil parce que je m'occupais de Sénégal-Irak, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé comme à son habitude. C'est vrai que, comme l'a dit justement Johan, c'est vrai que ça doit manquer un peu plus d'automatisme avec Upamecano, et que contrairement aux autres fois où par exemple il rentrait en cours de match, et là il savait quoi faire. En plus, les autres étaient un petit peu plus fatigués, donc mais en tout cas moi c'est un joueur qui me surprend, qui attire d'ailleurs pas mal de clubs là pour ce mercato estival, et il va falloir compter sur lui. Oui et non, parce que mais attention, comme on l'a dit, il peut finir toujours dans le groupe et prendre la place d'un Konaté. Voilà. Ça, c'est ce que je dis depuis le début. On va pas se mentir, il a pas retrouvé son statut qu'il avait pu obtenir les derniers mois. Là, clairement, dans l'esprit de Deschamps. Après, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers, je suis pas tout. Mais pour moi, Konaté, il a été déclassé. Il est en dessous. Et maintenant, il est vraiment en train de se taper. Oui. Déjà, tu fais jouer Lacroix. Ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. Autre question pour les Bleus ce soir. La paire qui est annoncée
au milieu de terrain pour le double pivot, on repart sur quoi? Sur Rabiot, Tchouaméni? Rabiot, Tchouaméni. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est la meilleure? Je sais que Johan, on en avait parlé. On avait dit qu'il avait, pour l'instant, Deschamps répartissait assez bien les temps de jeu entre les gars. Bon, là, maintenant, on rentre dans les matchs coup près à élimination directe. Donc, pour vous, c'est ce duo-là, c'est celui qu'il faut pour aller jusqu'au bout? C'est le problème de riche. Il y aurait. Oui, c'est vrai. C'est pas toutes les sélections qui peuvent avoir ce choix-là. D'accord aussi, Johan, sur la et moi j'ajouterais le mot expérience. Les deux annoncés titulaires ce soir ont plus d'expérience. En plus de, pour moi, Rabiot, je le préfère aux deux autres d'une manière générale. Mais après, ils ont plus d'expérience les deux. Donc, moi, j'irais naturellement sur ces deux-là. Ouais, moi, pour compléter ce que dit Johan, je trouve qu'en effet, Rabiot, il apporte un truc que n'apporteront pas Tchouaméni et Manu Koné. C'est vrai. Non. Et puis, ne serait-ce que la qualité du pied gauche. On l'a vu, par exemple, l'ouverture qu'il fait pour Barcola pour le deuxième but contre le Sénégal. Ouais, c'est vrai que Rabiot, il te donne une certaine garantie. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que il y en a certains qui disent que c'est un peu yaourt nature, c'est-à-dire que tu as toujours un niveau moyen plutôt élevé, mais rarement des ups. Donc c'est toujours un peu la question avec Rabiot. Est-ce que ça suffit? Et à côté d'un Tchouaméni qui, on l'a dit, toi et moi, mon copain Aurel, on en a parlé plus d'une fois cette saison. Tchouaméni, c'est un des rares qui a réussi sa saison du côté du Real. Bon, ouais, moi j'avoue, en tout cas de l'extérieur, je suis pas supporter des Bleus, mais ça me paraît être la paire la plus complémentaire et la plus adaptée pour ce type de match. Moi, ça me fait mal d'entendre Rabiot yaourt nature, parce que en fait, je sais pas, mais déjà regarder les matchs de l'AC Milan, c'est quand même un mec qui se projette vachement, qui va essayer de faire le lien, qui frappe. Le Milan d'Allegri. En plus, hein, donc qui frappe, qui est dangereux. Donc putain, quand on parle de yaourt nature, merci Sissoko quand même. Hein, si t'as 70 sélections, c'est que t'as servi un truc. Mais bon, j'ai l'impression qu'on parle de Rabiot comme si c'était un vulgaire Sissoko, alors que je veux pas être méchant. Je ne fais que citer Daniel Riolo. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, hein, je le vois. Alors certes, Twitter est ce qu'on appelle une caisse de résonance, mais je vois aussi un délit de sale gueule sur. Un égout, ça dépend. Soit c'est un égout, soit c'est ça. Mais je vois, on s'acharne sur Rabiot. Alors parce que parfois il y a du clubisme, parce que c'est persuadé que Zahir Emery peut bouffer les deux en même temps. Bon, ça peut sûrement s'entendre. C'est vrai qu'on donne pas peut-être sa chance à Zahir Emery. Après, quand t'as 20 piges, peut-être que dans tous les cas, t'apprends même quand t'es dans le groupe. Enfin bref, mais j'aimerais bien le voir plus. Hein, je vais pas mentir. Attendez, là, je pose juste la question. On en avait parlé un petit peu, Johan, avant le match contre la Norvège. Mais de voir Zahir Emery, vu la saison qu'il fait, la polyvalence qu'il a, de le voir avec quasiment rien comme temps de jeu, j'avoue que c'est pas que je trouve pas ça normal. Je sais qu'il y a des statuts et Deschamps fonctionne avec ça, mais vraiment, vu sa saison, pour moi, il peut être utile. Maintenant, l'équipe de France. De toute façon, il est forcément utile. Il est dans le groupe. C'est que Dédé a jugé de son utilité. Sinon, il aurait pris, je sais pas, un Enzo Lefebvre, un Joris Chotard. Enfin, tu vois, des gars comme ça, quoi. Oh, Joris, tu l'as mis bien, Joris. Voilà, il a eu un upgrade d'un coup, d'un seul. Alors là, franchement, il s'y attendait pas. Joris, si tu nous écoutes, franchement. J'aime bien Joris Chotard, attention. Hein, c'est quand même un joueur que j'aime bien. S'il veut aller en Bourgogne, il est bienvenu. Oui. Ah, écoute, moi, je l'ai vu du côté de Montpellier, ça va. C'est un bon petit joueur de Ligue 1, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Bon, après, on va pas faire un débat sur Joris Chotard, parce que je pense que là, on risque de perdre un petit peu de monde. En tout cas, sur un débat équipe de France, si on vrille sur Joris Chotard, je pense qu'on risque de perdre 2-3 personnes. Bon, la question de devant, je vais pas vous demander de savoir si on garde Olise, Mbappé et Dembélé, c'est bon. Par contre, la place sur le côté gauche, vous la donnez à qui? Vous alternez à chaque fois entre Barcola et Doué, comme fait Deschamps, ou vous en installez un? Johan, je te vois dire non.
Moi, je reste sur, enfin, on en a un peu parlé ensemble aussi, mais moi, je reste sur mon idée de départ et il y en a un qui a plus de talent que l'autre. Doué, il a plus de talent que Barcola pour moi. Maintenant, effectivement, ça peut être, ils sont un peu complémentaires les deux, on va dire, parce que Barcola, il peut prendre de vitesse. Bon, il a un peu un jeu stéréotypé, hein, à mon sens, hein. Il a quand même quelques limites. Il est plus Euh, prévisible. il est plus beaucoup plus prévisible prévisible. que Doué. Donc, mais contre une équipe avec des Lindelof, bon, là, je te dis, il n'y a pas de problème. Je critique pas, non, mais je critique pas Barcola. C'est un très bon joueur, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, Doué est au-dessus. Donc, moi, à mon avis, lors des gros matchs, même si c'est déjà un gros match, c'est un 16e de finale, attention, mais lors des vraiment contre des grosses équipes, ce sera Doué. Tu partages, Aurel? Ouais, c'est un truc que je partage, même si c'est vrai que j'aime bien les deux. Alors, on dit un brin stéréotypé pour Barcola, mais je le trouve plus percutant que Doué. Alors peut-être parce qu'il est un petit peu plus rapide. Maintenant, c'est vrai que mais Doué est beaucoup plus technique. Donc c'est sûrement ce côté un peu plus imprévisible. Mais je vois sa rentrée face au Sénégal, son match quand même contre l'Irak est pas dégueu, non. Et moi, voilà, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est dans ce qu'il peut apporter. Et on peut commencer avec Doué et finir avec Barcola. Et enfin, j'imagine un Lindelof à partir de la 65e qui s'est déjà coltiné Doué. S'il doit aller scoltiner Barcola en 1 contre 1, j'ai peur que ça fasse un peu mal quand même. Je remarque juste, hein, les copains, que Lindelof, il en prend quand même pas mal. Hein. Moi, je l'aime bien, mais alors, je pensais qu'il allait, quand il était au Benfica et qu'il passe à Manchester United, je pensais largement qu'il allait faire plus. Voilà. Ah bah ouais, on a tous entre guillemets, on a un peu plus d'espérance pour lui, sans être fan de lui, mais on a plus d'espérance quand on voit ce qu'il avait fait avant. Maintenant, c'est vrai qu'à Manchester, bon, alors c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul qui s'est perdu là-bas, c'est pas le seul qui a. Mais ouais, t'as l'impression qu'il s'est quand même perdu. Il s'est quand même perdu, le garçon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est que, en fait, il a un physique. Après, c'était une doublette Lindelof-Maguire. Alors, non, mais et c'est pas pour critiquer Maguire. Maguire, d'ailleurs, je pense qu'il ferait du bien à l'Angleterre, mais voilà, je le placerai. Mais disons que tu avais deux profils un peu pâteaux, et c'est sûr que ça l'a pas aidé. Bon, maintenant, il a fait des prêts, il n'a pas non plus été exceptionnel, donc c'est ça aussi. On a compris, t'as un petit choix du cas. Il y a un petit pincement de. Ah ouais, non, mais clairement. Moi, il y a des joueurs pour lesquels tu as de l'affection. Quand tu vois ce qu'ils font dans d'autres clubs et que tu les vois essayer de passer un step-up et que ça se passe pas, tu dis dommage parce que je voyais le mariage bien se passer. Ça, on sent la carrière sur FM ouais, non, mais c'est forcément ça. Forcément, tu t'attaches. Forcément, c'est comme, tu vois, toute proportion gardée, tu vois, hier, ça m'a fait mal pour Jonathan Tah. J'aime bien ce joueur, même si je sais, lui aussi, on l'imaginait beaucoup plus haut. Mais il y a un truc que j'aime bien. On l'imaginait pas tireur de pénalty. C'était son premier pénalty tiré. C'était son premier pénalty tiré de sa carrière. Franchement, allez faire tirer Manuel. Hein. Franchement, Manuel, il les tire 100 fois mieux que Jonathan Tah. T'inquiète que le débat va se déplacer sur Goretzka très prochainement, apparemment. Ah, et puis ton ami Voltema 2. Ah bah alors là. Et pourtant, on avait dit, hein, moi je voulais le faire rentrer, hein, et arroser. Hein. Ah, il était intéressant, mais bon. Après, je pense que de toute façon, les Paraguayens, ils n'avaient pas envie de jouer au foot. Donc bon, après, c'était. Ouais, bon. Ouais. Je peux encore m'énerver. Ça me fait peur d'ailleurs. Ça peut être. Voilà. Ouais, oui. Alors là, toi, tu es dans la version d'après, donc c'est-à-dire ça passe les Suédois. Après, on va pas se mentir. Hein. Si je pose la question, vraiment zéro chance pour les Suédois, c'est qu'il y a fortement des grosses probabilités pour que les Bleus arrivent à se qualifier et donc se retrouvent face au Paraguay. Et dans ce type de match-là, à la limite, je vais te dire, peut-être que le Paraguay, pour moi, je sais pas, dites-moi, mais à la limite, le Paraguay a peut-être plus de chances d'arriver à faire quelque chose contre l'équipe de France que la Suède. Oui. D'accord avec toi. Parce que ce type d'approche-là, avec tu fais péter un câble, tu restes dans ton camp derrière et tu attends.
Après, c'est risqué aussi, parce que si tu prends le but rapidement, ta stratégie, elle est foutue. Mais si par contre, tu arrives à embarquer ton adversaire dans le match, dans ce match que tu veux, ce qu'ils ont fait hier exactement pour les Allemands, je sais pas, parce que je pense quand même que le potentiel offensif des Bleus me paraît quand même supérieur, évidemment, à celui des Allemands, et tu as des joueurs pour déstabiliser un bloc bas. Maintenant, attention, hein, s'ils t'embarquent encore une fois dans ce type de match-là, et que tu n'as pas les armes pour répondre, attention, hein, on a vu les Allemands, ils se sont fait bouffer comme ça hier. Oui, c'est vrai, mais bon, il y en a qui ont moins la caravane que Jonathan Tah. Hein. Je suis désolé, mais hier, c'est compliqué quand même. Hein, le pauvre. Rudiger, c'est sûr que c'est pas la charnière la plus rapide. Donc il y a ça, on a ça en moins, et plus, comme tu disais, on a quand même des joueurs assez techniques et des joueurs décisifs, contrairement à hier où, bon, Wirtz, il a OK, hein, pas trop de problèmes, et en plus, il n'est pas à son poste. Mais je reviens sur l'autre côté, le mec qui a joué ailier droit, 4 matchs, qui tente des dribbles et qui passe jamais, qui fait des passes dans le vent, mais c'est horrible. Ah non, mais là, je peux caler dans ton sens. Donc oui, ce que tu essaies de me dire, c'est que l'équipe de France, elle a d'autres armes. Hein. Voilà, d'autres qualités que cette équipe d'Allemagne. Donc le fameux piège de tomber dans le match défensif pourri, un peu vicieux, tu penses que l'équipe de France, elle peut arriver à s'en sortir. Attention, hein, parce que, ok, j'entends ça, tu as des joueurs pour pouvoir faire la diff, mais comme je l'ai dit, si le premier quart d'heure, 20 minutes, ils arrivent à tenir ça et ils commencent un petit peu à te faire péter un câble, tu sais pas comment l'équipe, elle peut tourner. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il y a une vraie différence, il y a plus de talent offensif, que ça soit Olise, que ça soit Dembélé ou que ça soit Mbappé, ou on l'a dit, Barcola ou Doué. Oui, pour moi, il y a plus de qualité. Mais attention. Ouais. Après, il y a un truc, hein, et je pense que ça peut se passer comme ça aussi pour recentrer un peu sur la Suède. C'est que la France, marquer rapidement, c'est pas, hormis le match contre la Norvège, mais bon, la Norvège, ça s'est vu tout de suite déjà avec les 10 remplaçants. T'as Mbappé, au bout de 2 minutes, il fait déjà une barre transversale. Tu sais très bien que ça va sauter dans les 5 minutes qui suivent. Ça marque vite aussi contre l'Irak, mine de. C'est vrai. Mais c'est quoi? C'est plus de la moitié des buts de Mbappé ou il y a un truc comme ça qui sont après la 60e? Ah, peut-être. Il y avait un truc comme ça, c'est que il est très décisif à partir de la 65e minute. Il a pas mal de buts après ça. Donc ouais, non, mais en plus, on parle du potentiel offensif de l'équipe de France. T'as Olise qui doit être à 3 ou 4 passes décisives. T'as Dembélé et Mbappé qui sont à 4 buts chacun. Bon. Voilà. Ça va plutôt après 3 matchs de compétition. Ouais, c'est plutôt des stats qui. En plus, tu vois qu'ils ont tous réglé la mire. C'est-à-dire que le Mbappé de la première mi-temps du Sénégal n'existe plus. Enfin, c'est bien sûr, il peut toujours revenir. Mais je vais nuancer un peu. Je vais pas dire qu'il n'existe plus, mais par contre, on le voit beaucoup moins. C'est-à-dire ce Mbappé plus perso, allez, disons les choses, plus perso et moins clinique devant le but, oui, on le voit beaucoup moins. Maintenant, il a encore, tu l'as dit, contre la Norvège, il tape la barre. Donc, il a encore un peu de déchets. Après, c'est pour aller chercher les points faibles, hein, mais comme on le dit depuis le départ de ce débat, les copains, il n'y a pas beaucoup de chance pour les Suédois. Et je voulais même vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'un Graham Potter, il peut arriver à instiller quelque chose pour cette équipe suédoise pour faire un exploit, voire même aller jusqu'en prolongation, par exemple, ou pareil, c'est la qualité des joueurs sur le terrain qui vous font dire non, Graham Potter ou pas, ça changera rien. En plus, il l'a depuis 3 mois, quoi, un truc comme ça. Ouais, mais il a une histoire particulière avec la Suède. Ah oui, non, mais on la connaît, son histoire avec Östersund, ça. C'est voilà, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, on reparlait des joueurs de la Suède où je m'aventurerai pas dans le nom des clubs parce que bon, Johan doit les avoir sous le nez, donc c'est plus simple pour le dire. Mais moi, je me rappelle de la Suède. Prenons en 2018. Tu vois, alors t'avais Forsberg, qui était quand même un sacré joueur quand même. Hein. Mais même parfois dans des joueurs un peu moyens, je pense par exemple à Alban Ekdal,
qui est pas Ouais. c'est pas un joueur de folie. Mais le mec était quand même plutôt une valeur sûre de Serie A, qui jouait à Bologne tranquillement. Le Bologne qui faisait du ventre mou, pareil. Et d'ailleurs, je crois que Ekdal a peut-être marqué une ou deux fois en mondial. Donc en fait, ça veut dire quand même quelque chose. Évidemment, c'est la Suède, donc tu t'attends pas à voir. Bon, j'allais dire de l'AC Milan, mais ce serait un peu prétentieux. Peut-être que maintenant, on a peut-être besoin de Suédois. En tout cas, on n'a pas besoin de Suédois dans la cellule de recrutement. Ça, c'est autre chose. Donc voilà. Mais voilà, ça manque quand même de clubs d'un top 4, top 5 à chaque fois. De chaque grand championnat. Donc, tu vois, même quand Kim Kallström il jouait, il fallait faire attention, quoi. Sacré Bon, joueur, Kim Kallström. après, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que dit Johan, c'est que les joueurs qui jouent dans les plus gros clubs, ils sont devant, avec Isaac et Gyökeres. Est-ce que pour vous, moi, je vous dis directement non. Est-ce que pour vous, c'est compatible, Gyökeres et Isaac? Moi, pour moi, c'est pas compatible. Non. Tu les mets parce que tu n'as rien d'autre, en fait. Et que tu as deux joueurs de ce niveau-là, de ce calibre-là. Après, est-ce que Isaac Thelin joue encore? Est-ce qu'Isaac Thelin joue encore? Attends. C'est quoi? Vas-y, parlez, je vais vérifier. Tu sais quoi, je crois l'avoir vu, mais je sais qu'à un moment, il avait fait un passage à Anderlecht, mais ça date un peu. Mais non, mais bon, après, pour en revenir, tu as déjà vu des duos d'attaque, même à l'époque où ça jouait en 4-4-2, un duo d'attaque avec deux joueurs de quasiment 1m90? Alors ça, déjà, non. L'association des deux numéros 9, c'est pas tout le temps réussite. Moi, le seul que je pourrais avoir, mais c'est pas les mêmes gabarits. Mais pour moi, on va dire ces deux-là, ça sautait pas aux yeux qu'ils pouvaient jouer ensemble. Et pourtant, ils ont joué un nombre de matchs énorme ensemble. C'est Suarez et Cavani. Suarez et Cavani, pour moi, ils n'ont pas forcément un truc pour jouer à deux, et qui plus est avec ce type d'attaquant. Non, mais Cavani parfois était foutu sur un côté, et à Naples, Palerme et Naples, il débute sur un côté, il me semble, Cavani. C'est son repositionnement dans l'axe qui fait qu'il devient un serial buteur. Et encore, serial buteur, fallait lui donner en une touche. S'il fallait qu'il contrôle et qu'il frappe, là, ça devenait compliqué. Ouais, c'est ça. Maintenant, je t'entends pas trop, Johan. Isaac Gyökeres, pour toi, c'est compatible, ou tu rejoins? Tu peux pas faire autrement quand tu es Graham Potter? Évidemment, ils sont là parce que ils ont plusieurs niveaux et plusieurs marches au-dessus des autres de l'effectif suédois, donc ils sont obligés d'être titulaires. Maintenant, moi, vous allez hurler, mais moi, je serais Graham Potter, je jouerais la paraguayenne en fait. Pour moi, c'est ma seule manière de gagner, ce serait celle-là, parce que Lindelof, le mec, ça s'entend ce qu'il dit. Il peut pas avoir 30 mètres derrière lui, c'est pas possible. Donc, moi, je fais avec les qualités. Avec les deux géants, là. Tu l'as pas comment? Tu dégages et tu fais pivot et tu t'attends l'anga, et puis voilà. Enfin, à un moment donné, il faut faire avec les qualités. Là où Johan n'a pas tort, c'est que c'est vrai que, en fait, alors je ne sais pas pourquoi non, mais le Paraguay joue comme ça aussi parce que t'as pas énormément de joueurs. T'as pas de joueurs de foot. Non, tu sais quoi, vas-y. Là, je suis intéressable sur le Paraguay, je te le dis, il n'y a pas d'école de foot là-bas. Ils jouent pas au football, en fait. Donc, c'est normal. Par contre, les Suédois, je suis désolé, j'ai des traces. J'ai des traces de joueurs. Tu as parlé de Kim Kallström tout à l'heure. J'ai des traces de joueurs qui jouent au ballon. Non, mais il y avait, Thomas Brolin, Kenneth Anderson. Voilà. Vas-y, c'est bon, tu vois, on peut continuer. Les Paraguayens, honnêtement, Chilavert, c'est la. Si, Echeverria. Ouais, écoute, excuse-moi. Ok, ça en fait 1 sur 854. Bon, on va réussir. En vrai, quand tu vois Enciso et Almiron, il y avait quand même quelque chose. Ah ouais, non, franchement, le pauvre Enciso. Le pauvre Enciso qui se retrouve dans cette équipe-là. Oh là là, mais. Bon, après, peut-être qu'il est comme Griezmann, à aimer tacler dans les pieds, la grinta, machin. Et je vois que de toute façon, depuis tout à l'heure, Johan ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Je sais qu'il n'en pense pas moins et qu'il s'est régalé hier devant le jeu des Paraguayens. La première période paraguayenne, elle est superbe. Enfin, moi, j'ai rien à leur reprocher, en fait. Ils jouent parfaitement.
Alors, c'est rien magnifique. quand même, c'est un peu fort. Moi, j'ai des choses à leur Rien reprocher. Vous avez bien Mais raison, rien, mais non, mais attends, ils sont quand même à leur niveau. Enfin, rien à leur reprocher pour un c'est deuxième vrai. de finale. Ça, c'est vrai. Franchement, tout est relatif. Après, oui, ok, c'est pas une big équipe, mais franchement, ils ont fait une super taille. Non, mais qu'est-ce que tu veux derrière ça, à la limite, ça, je peux comprendre. Je disais ça hier soir dans le débrief. C'est l'histoire du foot. L'équipe qui est plus faible, c'est normal qu'elle joue plus défensive. Là, le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas joué au foot, ils ont joué au catch, ils ont fait du MMA. Et à la fin du match, désolé, t'as pas vu la toute fin, mais les 10 dernières minutes, mais honnêtement, ils ne jouent plus au football. C'est plus du football ce qu'ils font, c'est du catch. Leur Donc, capitaine, c'est Gustavo Gomez, s'il te plaît. Enfin, Ouais, c'est moi, pas je veux faux, bien. hein. Mais enfin, non, mais Qui a vu on ces le 18 connaît, matchs à hein, la Gustavo Milan? Gomez. Qui a les- vu les 18? Ah bah moi je me rappelle. Alors je sais pas si vous avez tous vu, mais j'en ai vu une bonne partie. Franchement, Gustavo Gomez, quand il était au Milan, j'avoue que ça m'a pas fait un pincement au cœur quand il est parti. Maintenant, j'ai vu la carrière. Très honorable qu'il a pu faire jusqu'à présent. Mais bon, Pour après te dire, il peut-être pouvait qu'il encore rappeler Roque Santa Cruz, hein, il est encore en activité, lui. Hein. Et franchement, mais au moins, c'est ce que je disais hier, Roque Santa Cruz, c'était un joueur de ballon. Ok, ça en fait 2. Ça fait 2 joueurs paraguayens dans l'histoire qui jouent au ballon. C'est bien. On commence à avancer. Donc non, là, plus sérieusement pour ce match-là, vous iriez à la limite, si vous étiez Potter, sur une version ultra défensive et on essaie de faire douter l'équipe de France. Vous iriez là-dessus, vous? Je fais ça avec les trois devant. Je laisse les trois devant. Bon, Elanga, il aide un peu sur l'aspect défensif. Mais moi, je vois pas d'autre solution, en fait, pour moi, c'est la meilleure solution pour rivaliser avec les Bleus. Si tu laisses 30 mètres derrière toi, je vois pas comment ils peuvent. Je vois pas. Pour moi, c'est impossible. Je suis d'accord avec toi. S'il y a 30, s'il laisse 30 mètres derrière eux, Doué, Mbappé, Olysée, Dembélé. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que t'en as pas un, t'en as pas seulement un ou deux. Non, c'est que t'en as vraiment 4 qui sont capables de. Et en plus, qui vont à peu près à la même vitesse. Donc, c'est quoi à dire? Si Mbappé, à côté de lui, il y a Dembélé et ils arrivent face. D'ailleurs, voilà, tu vois, c'est quoi à dire? Mais même le gardien, on ne connaît pas le gardien. Pourtant, des gardiens suédois. C'est le numéro 2 en plus. On avait Isaacson qui avait fait voilà, un moment. L'autre, là, le dernier, là, Robin Olsen, là, qui était passé à la Roma aussi. Il n'était pas extraordinaire, mais quand même, il y avait des bourdes, hein, quand même, hein, Robin. C'est le numéro 2. Il y avait des bourdes. Et il nous avait éliminé cet enfoiré. Pardon. Mais là, c'est vrai que le gardien en question, où je reprends son nom. Ça finit par Son. Widerstrom, tellement il est long le nom, il ne l'affiche pas en entier. Widerstrom. Qui joue à Derby County. C'est le numéro 2 en plus. Enfin, le premier s'est blessé. Ok. Alors que, et on a vu le numéro 2 norvégien. Ouais, on a vu aussi le numéro 2 irakien. Toi qui as couvert le Sénégal-Irak, je crois que tu as vu le deuxième gardien irakien, je crois que tu as beaucoup aimé. Ouais, enfin après, le pauvre, il est venu pour se faire prendre des missiles dans la gueule. Hein, non, mais il est rentré 45 minutes, mais il s'est pris des minasses pendant. Ouais, il a fait des bourdes, mais le problème, c'est que il se prend 3 frappes à plus de 100 km/h. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? J'avoue, les frappes de Pape Gay, il était énervé. Hein. Franchement, il voulait péter la cage. Là, ce soir-là, il était énervé. Bon, on arrive à quelques minutes du premier match de ce mondial 2026, des matchs de la journée de ce mondial 2026. Donc, on va arrêter bientôt notre débat. Donc, les copains, là, je vais vous poser la question un peu logique qu'on pose avant une preview. Bon, on a dit tout ça, on a étudié un peu le tout, on voit les points forts de la Suède, ça va assez vite. Les points faibles de la Suède, on a un peu plus passé de temps. Bon, maintenant, s'il faut déterminer un prono, vous partez sur quoi comme prono pour ce soir? Le plus honnête possible. Hein. Je vous demande pas ce que vous voudriez avoir, parce que je me doute bien que vous allez me sortir une victoire des Bleus. Là, hein. Vraiment, le plus honnêtement possible. Sur MPP, vous partez sur quoi? 3. Aurel, 3, hein. Ouais, mais ces temps-ci, je suis. Alors, autant sur les deux premières phases, j'étais bon, autant maintenant, je suis. C'est terrible. De toute façon, j'arrive jamais les 3e matchs de poule, mais là, les 16e, c'est aussi compliqué pour moi. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir te récupérer. Donc, toi, tu pars sur un 3-1. Donc, le fameux but encaissé par les Bleus. Ouais.
Ouais, peut-être à 2-0 ou à 3-0. Oui, Ça ne choquerait pas. une fois que la différence est faite, un peu de relâchement, ça prend son but. Okay. Et pour toi, Johan? On partage le même prono. Moi aussi. Ouais. Ils sont concertés? Non, ils sont même pas concertés. Non, mais quand tu regardes, on a quasiment les mêmes analyses. Donc, on aimerait bien un but de Mbappé. Tiens, si Mbappé buteur, et j'aimerais bien quand même que Olise se déflore aussi en Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai qu'il a toujours pas ouvert son compteur. C'est vrai qu'il a toujours pas. Ah non, il tente des lobes face à l'Irak, ce con. Oui, mais bon. Après, c'est ce que tu as précisé tout à l'heure, c'est 4 passes décisives depuis le début. Je pense que c'est au moins 3. 3. Parce que c'est sûr, il y en a 2 pour Mbappé et il me semble qu'il y en a 3. Il y en a 3 parce que c'est lui qui fait la passe contre. Alors c'est lui qui fait la passe pour le premier but de Mbappé contre le Sénégal. Barcola, on a dit que c'était c'était l'ami Rabiot. Il me semble que non, parce que c'est Mbappé, il se le fait tout seul, le 3e but. Contre l'Irak, le premier but de Mbappé, ça mine du gauche. C'est Olise qui fait un travail sur le côté droit et qui est remise un peu en retrait. Elle est considérée comme passe décisive et il fait aussi la passe à Dembélé sur le 3e but contre l'Irak. Bon bah voilà. Voilà, et c'est contre la Norvège où par contre là il est discret et il n'y a pas de passe décisive, pour lui. Bon, après le pauvre, ça va. Je pense que son début de mondial il est plutôt positif. Donc en tout cas vous partez sur un 3-1. Un 3-1 pour les Bleus. Okay. Bon bah moi je vais partir sur un 4 sur les Bleus. Ouais, tu sais quoi, il me tente aussi. Alors, franchement, je vois pas un monde où la Suède, comme vous l'avez dit, peut y arriver. Et cette fameuse tentative en gros, ils mettent le bus et ils la jouent à la paraguayenne. Je pense pas Graham Potter dans sa. Ça n'a jamais été son style. Hein. Non, il fera pas ça. Après, je trouve que dans certains cas, c'est complètement stupide d'être trop dogmatique et de rester avec j'ai l'habitude de faire du jeu, donc je veux pas trahir mes principes. Quand tu viens à jouer ce type d'équipe-là, c'est pas interdit de t'adapter aussi à ton adversaire et de voir. Après, si t'as pas les qualités pour jouer le bus, d'accord. Mais comme on l'a dit, vu la défense qu'ils ont, non, après, c'est con à dire, mais en fait, tu as vu, si tu vois l'équipe de France sur ces phases de poule, et même depuis on va dire, depuis la préparation, même on va dire depuis janvier, tu vois que les blocs bas, l'équipe de France, tu prends contre l'Irak, elle arrive à s'en sortir grâce à des frappes de loin, surtout que Mbappé, ça frappe du droit, ça frappe du gauche, je suis pas sûr que le gardien de Derby County soit... Les frappes de loin, il est chaud, en ce moment, rien à dire. Et on a retrouvé Dembélé donc voilà, aussi, T'as dit quoi, Yann? Oui, et on a retrouvé Dembélé. Moi qui partageais quand même, j'étais quand même assez interrogatif sur c'est normal, attention. Hein. En tout cas, la forme de Dembélé. Là, il s'est lâché là, contre la Norvège, droite-gauche. Il t'a répondu, t'as fait ça. Il t'a dit, écoute, Johan, tu es un peu sceptique sur mes perfs en ce moment en équipe de France. Triplé. Ça me va très bien. Enfin, il a fait ça alors que Deschamps n'était pas là quand même. Hein. Ça, c'est fou. Hein. Ouais. Ah, tu vois un signe, toi? Tu vois un signe? Est-ce qu'il est fait ça quand Deschamps n'est pas là? C'est qui Stéphane, le tacticien? Je l'ai toujours dit. C'est lui la tête pensante. C'est lui le cerveau des Bleus. Guy Stéphane, on l'a vu en coach principal. Voilà quoi. Non. Oula, non. C'était pas un bon souvenir. Il a bien fait de rester en adjoint. C'est très bien. C'est adapté. Mais moi, je trouve que c'est tout à son honneur. Et le mec a déjà deux médailles de Coupe du Monde en tant qu'adjoint. Ouais, ça va. Alors que je pense que s'il était resté juste en simple titulaire principal de entraîneur, je sais même pas s'il aurait eu un titre de Ligue 2. Donc, franchement, à l'arrivée, bien joué. Bien joué, Guy. C'est une preuve d'intelligence. Ouais. Oh non, pas de problème. Bon, écoutez, merci les copains. Là, je vois juste que dans le chat, on nous dit la Suède va en mettre un, mais on va gagner. On nous dit aussi que on nous prévoit un 5-2 aussi pour les Bleus. Ah, quand même. J'en ai vu face à la Suisse, où c'était un 5-3. 5-2 contre la Suisse. 5-2, quoi, en 2014? Ouais, Blerim Zemali et... c'est le fameux match en plus où il y avait Benzema et Giroud qui jouent ensemble. Ouais.
Ouais, Et milieu Made in Napoli. Mais Ah, il y a peut-être Inler qui marque, tiens, non? Ah, j'ai un doute. Zemali, c'est sûr, il met un coup franc de 30 impossible, hein. mètres. Ah, il a l'air d'être sûr, Johan. Il a l'air Non, d'être sûr, je sais plus, mais en tout cas, moi, j'ai le souvenir du milieu Made in Napoli, hein. Ah Oui, bah ouais, parce qu'il y ouais. avait Zemali, Inler et Berami. Valon Berami. Valen Berami. Ah ouais, ah ouais. Exactement. Exactement. Bon, bah écoutez, merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour ce match-là. Je sais que vous allez suivre le match avec intérêt. Moi, je vous cache pas, s'il peut y avoir le choke et qu'il peut y avoir la victoire suédoise. Allez, viens avec nous, JJ, tu vas voir. On est bien, tu vas voir, c'est gentil. En plus, Dédé, il joue offensif. Regarde, il a pas dérogé à sa règle depuis. Allez, viens. De toute façon, regarde, tu fais comme moi. L'Italie n'est pas au mondial, tu peux pas la regarder. C'est pas grave de ressentir des émotions pour un autre club, une autre nation. C'est pas grave. Viens sur les champs le 20 juillet. Je vais vous dire juste un truc. Par contre, vu comment ils m'ont énervé, les Paraguayens, franchement, le France-Paraguay, je suis pour la France. Vraiment. Ils m'ont tellement énervé que vraiment, alors que je suis jamais pour les Bleus, mais là, pour ce match-là, vraiment, mais mettez-leur 5, 6, 7, 10-0 qui prennent une tôle. Mais vraiment, vraiment. Mais par contre, non, je peux pas souhaiter quand même que l'équipe de France vienne. Non, quand même, je peux pas aller jusque-là. Mais on sait jamais. Bon, merci en tout cas à vous d'avoir participé. On me pose même la question si je suis d'origine suédoise. Non, je suis pas d'origine suédoise. Non. Alors après, il y a les cheveux blonds. Avec les cheveux. C'est ça, mais non. Là vraiment, c'est moitié français, moitié italien. Il n'y a pas d'autre chose. Malgré mon maillot de l'Argentine. Bon, vraiment merci les copains parce que là ça commence dans 3 minutes. Donc là, il faut filer. Donc, merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner. On a besoin de ça, comme je dis à chaque fois. Le live va être aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes type Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut.